Il y a des histoires qui vous marquent, longtemps après qu'on vous les a racontées. Le genre d'histoire que votre grand-mère aurait pu vous raconter sur la véranda, un soir d'été. Elle se serait balancée doucement, pendant que les lucioles apparaissaient. Ceci en est une. Elle parle d'une femme qui est arrivée quelque part avec pour seul bien une épingle à cheveux en argent et un nom écrit sur une lettre. Elle parle de ce qui se passe quand le monde se moque de vous et de ce que vous faites ensuite. J'ai vécu assez longtemps pour savoir que la valeur d'une personne ne se mesure pas à ce qu'elle possède. Elle se mesure à ce qu'elle refuse d'abandonner. Alors, installez-vous confortablement. Celle-ci en vaut la peine. La diligence était partie depuis 10 minutes quand Anna a compris que personne ne viendrait. Elle se tenait au bord du quai de la gare. La poussière se déposait encore sur sa jupe en calicot. Son unique sac de voyage était à ses pieds, la lettre dans sa poche. 3 mois de correspondance, des promesses écrites d'une main soignée, lui semblaient plus lourds que le sac lui-même. Copper Ridge s'étendait devant elle. Une rue principale bordée de devantures décolorées par le soleil. Un abreuvoir où un chien tacheté buvait paresseusement. L'enseigne défraîchie du magasin général de Silas Pritchard se balançait dans le vent de l'après-midi. Elle s'est dirigée vers le magasin. La cloche au-dessus de la porte a tinté. À l'intérieur, ça sentait les grains de café et le tabac. 3 hommes au comptoir se sont retournés. Derrière la caisse, un homme au cou épais, portant un tablier taché, a levé les yeux. Il a plissé les paupières, puis a éclaté d'un rire bref et sec qui a résonné contre le plafond en tôle. Eh bien, a-t-il dit, assez fort pour que tout le magasin l'entende. La 3e fiancée par correspondance de l'année, mes amis. Il a frappé le comptoir. Cran a pris votre argent et s'est enfui. Ma petite, il y a 2 semaines. La main d'Anna s'est portée à l'épingle en argent dans ses cheveux. Si cette histoire vous touche ce soir, nous sommes heureux que vous soyez là. D'après nos estimations, environ 60% des personnes qui nous regardent ne sont pas encore abonnées ou n'ont pas encore mis de j'aime. Si vous aviez la gentillesse de le faire, ce petit bouton nous aide à continuer de vous proposer ces histoires. Nous vous en sommes très reconnaissants, amis. Le rire s'est propagé comme un feu de brousse. Un homme près du tonneau de cornichons a gloussé. Un autre, appuyé contre les sacs de farine, souriait. Une femme près des rouleaux de tissu a couvert sa bouche, mais ses épaules tremblaient. Les doigts d'Anna ont trouvé l'épingle en argent. Le métal était chaud au contact de son cuir chevelu. Elle l'a retiré. Ses cheveux sont tombés sur sa nuque, lourds et humides de 3 semaines de poussière de la route. Elle a posé l'épingle sur le comptoir, l'a poussé vers Silas. « J'ai besoin de sel », a-t-elle dit. Sa voix était neutre, plus assurée que ses mains, et de farine pour la valeur de cet objet. Silas a pris l'épingle, l'a tenue à la lumière de la fenêtre. Il l'a tournée, a plissé les yeux, ses lèvres se sont retroussées. Ça, il l'a laissé retomber sur le bois. Ma femme en a de plus belles du catalogue Sears. Ça ne vaut même pas un sac de farine, ma chérie. D'autres rires ont fusé. La femme, près des rouleaux de tissu, n'a même plus pris la peine de couvrir sa bouche. Anna a tendu la main vers l'épingle, la gorge serrée. Elle ne pleurait pas. Pas ici, sans faire le moindre bruit. Des talons de bottes sur le plancher. Oui, lourd, sans hâte. Un homme est sorti de derrière la haute étagère de conserve. Il avait un rouleau de corde dans une main, de la poussière sur les épaules. Il était grand, mince au niveau des hanches, mal rasé. Ses yeux étaient d'un gris pâle, de la couleur du granit sous la lumière d'hiver. Il n'a pas regardé Silas. Il l'a regardée, elle. Puis il a plongé la main dans son manteau et sorti quelque chose qui a capté la lumière et l'a posé sur le comptoir. Le bruit du métal sur le bois a fait taire la pièce. Un lingot d'argent, petit, dense, estampillé d'un sceau de Wells Fargo. « Préparez-lui ses affaires », a dit l'homme. Sa voix était basse, sans hâte. Du sel, de la farine, des haricots, du bacon, tout ce dont elle a besoin. Mettez ça sur mon compte. La bouche de Silas s'est ouverte, puis refermée. Ses yeux allaient du lingot au visage de l'homme. « Elias, tu n'es pas obligé de... » « Je ne t'ai pas demandé ton avis. » L'homme, Elias, n'a pas haussé le ton. « Contente-toi de préparer les provisions. » Silas a attrapé un sac en toile de jute. Anna était figée. L'épingle gisait sur le comptoir entre eux, oubliée. Son pouls battait dans ses oreilles. Elias s'est tourné vers elle, de près. Les rides autour de ses yeux étaient profondes, creusées par le soleil et le vent.
Vous vous y connaissez en herbe? A-t-il demandé. Romarin, sauge, ce genre de choses. Elle a ouvert la bouche. Aucun son n'est sorti. Il a attendu. Ma mère avait un jardin. Les mots sont sortis avant qu'Anna ne puisse les retenir. Là-bas, en Ohio, Elias a hoché la tête une fois. Ça suffira. Il a ramassé son rouleau de corde là où il l'avait posé sur le comptoir. Le chariot est devant. On part dans 5 minutes. Il est sorti. La cloche au-dessus de la porte a tinté derrière lui. Anna est restée là, l'épingle en argent toujours posée sur le comptoir entre elle et Silas. Le visage du commerçant avait pris la couleur d'une vieille brique. Il a fourré des articles dans un sac en toile de jute sans la regarder. Une boîte de sel, un sac de farine, du bacon emballé, des haricots secs. Ses mouvements étaient rapides, coléreux. Elle a ramassé l'épingle. Le métal était devenu froid. Elle l'a glissé de nouveau dans ses cheveux, les doigts tremblants, en enroulant les mèches rebelles. Le sac est prêt, a marmonné Silas. Il l'a poussé sur le comptoir. Anna l'a soulevé, plus lourd que ce à quoi elle s'attendait. Elle s'est dirigée vers la porte sans se retourner, l'a poussée et est sortie dans la lumière de l'après-midi. Le chariot était garé au bord de la rue. Un seul cheval à la robe alezane chassait les mouches avec sa queue. Elias était déjà assis sur le banc, les rênes lâches dans ses mains. Il ne s'est pas retourné quand elle s'est approchée. Anna est montée, le sac sur ses genoux. Le siège en bois était dur sous elle, usé et poli par des années d'utilisation. Elle sentait la sueur du cheval, le foin et une odeur de terre. Elias a fait claquer sa langue. Le cheval s'est mis en marche. Copper Ridge s'est éloigné derrière eux. La route montait, de la terre rouge sous les roues, des pierres qui faisaient cahoter et grincer le chariot. Des chênes bordaient le chemin. Leurs branches s'étendaient au-dessus de leur tête comme des doigts entrelacés. Les ombres s'allongeaient à mesure que le soleil descendait vers la ligne de crête. Anna regardait le paysage se dérouler. Des collines ondulantes, de l'herbe sèche, de la couleur du blé. Le reflet occasionnel d'un lit de ruisseau, surtout des rochers maintenant. Juste un mince filet d'eau qui captait la lumière. C'était différent de l'Ohio, plus rude. La terre ne se souciait pas de savoir si vous viviez ou mouriez. Elle a jeté un coup d'œil à Elias. Son profil se découpait sur le ciel. Un long nez, une mâchoire mal rasée, le bord de son chapeau abaissé. Il n'avait pas parlé depuis qu'ils avaient quitté la ville. Le silence pesait sur ses oreilles. Elle a compté le rythme des sabots du cheval, a essayé de ne penser à rien. Elle n'a pas réussi. « Pourquoi m'avez-vous aidé là-bas » Les mots sont restés en suspens dans l'air entre eux. Elias n'a pas répondu. Les roues du chariot ont grincé contre la pierre. Un faucon tournoyait au-dessus d'eux, porté par les courants thermiques. Anna a attendu. Le silence s'est étiré si longtemps qu'elle a cru qu'il n'avait pas entendu ou qu'il avait choisi de ne pas répondre. Puis il a eu ce rire qui lui était propre. La voix d'Elias était bassesse, un peu rauque. « J'ai entendu ça trop de fois. » Anna a réfléchi à cela. « Vous ne me connaissez même pas. » Non, il a gardé les yeux sur la route. Je suppose que je n'en ai pas besoin. Le chariot a atteint le sommet d'une petite colline. En bas, la route serpentait à travers une pinède, puis débouchait sur une vallée qui montait vers les montagnes. La lumière changeait maintenant. L'or se fondait dans l'orange. Les ombres devenaient menaçantes. Les mains d'Anna se sont crispées sur le sac en toile de jute. Elle sentait la forme de la boîte de sel à travers le tissu rugueux. Tout ce qu'elle possédait était dans ce chariot. Un sac de voyage avec 2 robes, une brosse à cheveux, l'épingle de sa mère. C'était là toute la vie d'Anna Colton, juste ici, sur ce banc de chariot, à côté d'un étranger. Elle n'a plus posé de questions. La route serpentait plus haut. Les chênes ont laissé place au pin. L'air est devenu plus frais, plus vif, avec une odeur de résine. Ils ont traversé un ruisseau peu profond. Les sabots du cheval éclaboussaient l'eau qui leur arrivait aux chevilles. Les roues du chariot projetaient de petites gerbes d'eau qui captaient la lumière mourante. Puis les arbres se sont écartés et Anna l'a vue. Une maison à 2 étages construite en rondins de pin, grisée par le temps. Une cheminée en briques s'élevait du toit. Pas un filet de fumée. Une grange à gauche, les portes grandes ouvertes. Et devant la maison, s'étendant sur la pente vers eux, un jardin ou ce qui avait été un jardin. Le chariot s'est immobilisé. Anna est descendue, ses bottes heurtant la terre battue. Elle s'est dirigée vers le jardin sans réfléchir.
attirée par quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Les parterres étaient toujours là, des parcelles rectangulaires bien délimitées, bordées de pierres que quelqu'un avait placées avec soin. Mais les plantes mouraient. Le romarin était devenu ligneux et brun. La sauge s'était effondrée sur elle-même. La camomille était étouffée par les mauvaises herbes. Seules quelques fleurs blanches s'accrochaient encore à la vie. Quelqu'un avait aimé ce jardin autrefois. Elle le voyait dans l'espacement soigné, la façon dont les parterres étaient orientés pour capter le soleil du matin. Quelqu'un s'était agenouillé dans cet étang, avait arraché ses mauvaises herbes, arrosé ses plantes, puis s'était arrêté. Un aboiement l'a fait se retourner. Un chien trottait vers eux depuis la grange. Vieux, le museau grisonnant, le pelage noir et blanc emmêlé par endroits. Il est allé directement vers Elias, la queue battant lentement. « Shep », a dit Elias en le grattant derrière les oreilles. « Bon chien. » Il a soulevé le sac de voyage d'Anna du chariot et l'a porté vers la maison. Anna a suivi, ses yeux parcourant tout. La véranda avec ses 2 fauteuils à bascule, les fenêtres sombres et poussiéreuses, la porte d'entrée qui avait besoin d'un coup de peinture. À l'intérieur, l'air sentait la fumée de bois, la poussière et quelque chose de légèrement sucré, comme des fleurs séchées. La pièce principale était simple. Une cheminée en pierre, une table avec 2 chaises, un coin cuisine avec un poêle en fonte. C'était propre mais négligé, comme un endroit où quelqu'un vivait sans vraiment y vivre. Elias l'a conduite dans un court couloir. Il s'est arrêté devant une porte à droite et l'a poussée. « C'est la vôtre. » Anana est entrée. Une petite chambre, un cadre de lit en fer avec une couverture de laine verte délavée, une table de chevet avec une lampe à pétrole, une seule fenêtre qui donnait sur le jardin mourant. « Les latrines sont derrière, » a dit Elias. « La pompe est près de la cuisine. Je mange à 6 heures, le petit déjeuner à l'aube. Vous travaillez, je paye. Rien de plus, rien de moins. » Il a croisé son regard pour la première fois depuis le magasin général. « C'est clair, » a dit Anna. Il a hoché la tête et s'est retourné pour partir. « Monsieur, » s'est-elle reprise. « Elias. » Il s'est arrêté dans l'embrasure de la porte. « Merci. » Il est resté là un instant, le dos tourné, puis « Ne me remerciez pas tout de suite. Le jardin est à moitié mort et je n'ai pas de patience pour les excuses. » Il s'est éloigné. Ses bottes ont résonné sur le plancher en bois. Anna a posé son sac de voyage sur le lit. Ses mains tremblaient de fatigue, de l'étrangeté de la situation, de quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Elle s'est approchée de la fenêtre et a regardé le jardin en contrebas. La dernière lumière s'estompait. Le ciel passait de l'orange au violet, puis au bleu profond. Elle pouvait le faire. Elle devait le faire. Elle n'avait nulle part où aller. Une lame de plancher a grincé dans le couloir. Anna s'est retournée, s'attendant à voir Elias, mais le couloir était vide. Juste des ombres et la dernière lueur grise d'une fenêtre au fond. Et au fond, une porte fermée, différente des autres d'une certaine manière. Le bois était plus sombre, le cadre légèrement déformé, comme si elle n'avait pas été ouverte depuis longtemps. Elias avait jeté un coup d'œil à cette porte en passant. Juste un regard fugace, rapide et prudent. Anna la fixait maintenant, seule dans l'obscurité grandissante. Qui avait-il derrière? Anna s'est réveillée avant l'aube. La chambre était froide. La couverture de laine était rêche contre son menton. Une lumière grise filtrait par la fenêtre. Dehors, un oiseau a chanté 1 fois, 2 fois, puis s'est tu. Elle est restée immobile, à l'écoute. La maison craquait autour d'elle, le bois qui travaillait, le léger tic-tac de quelque chose qui refroidissait ou se réchauffait dans les murs. Pas de bruit de pas, pas de voix, juste le silence d'un lieu qui avait oublié le son de la compagnie. Elle a repoussé la couverture et a posé ses jambes sur le côté du lit. Le sol était glacial sous ses pieds nus. Elle s'est habillée rapidement, la même robe en calicot, usée au coude, et a trouvé un tablier en toile marron accroché à un clou derrière la porte de la cuisine. Les liens étaient effilochés, le tissu taché de vieille terre. Le tablier de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'était plus là. Anna l'a noué autour de sa taille et est sortie. Le jardin paraissait encore pire à la lumière de l'aube. Ce qu'elle avait pris la veille pour de la négligence se révélait être une quasi-agonie. Les buissons de romarin étaient squelettiques, leurs aiguilles brunes et cassantes. La sauge s'était effondrée sur elle-même, ses feuilles gris-vert recroquevillées et sèches. Les mauvaises herbes avaient envahi des parterres entiers,
des chardons et de l'herbe folle, poussant à travers ce qui avait été autrefois des rangées soignées. Mais la structure était bonne. Anna a fait le tour lentement, étudiant la disposition. La personne qui avait conçu ce jardin savait ce qu'elle faisait. Les parterres s'étendaient d'est en ouest, orientés pour capter le soleil du matin. La camomille était plantée près de la maison, où elle bénéficierait de l'ombre de l'après-midi. La menthe était à part, contenue par une bordure de pierre plate. Quelqu'un avait su qu'elle s'étendrait si on lui en laissait l'occasion. Anna s'est agenouillée au bord du parterre de romarin. La terre était dure, craquelée par des semaines sans eau. Elle y a enfoncé ses doigts, dépassant la croûte sèche, cherchant ce qui se trouvait en dessous. La terre devenait plus fraîche à mesure qu'elle creusait, plus humide. Elle a trouvé une racine épaisse, pâle, encore ferme. Elle l'a suivie, grattant la terre avec ses ongles, jusqu'à atteindre un point où une nouvelle pousse essayait de percer. Un minuscule bourgeon vert, pas plus gros que son ongle de pouce, encore en vie. Elle s'est assise sur ses talons, de la terre sous les ongles, une traînée sur sa joue là où elle avait repoussé ses cheveux. Le soleil se levait maintenant sur la crête, déversant de l'or sur la vallée. L'air sentait le pin, l'herbe sèche et autre chose, quelque chose de vert et de vif qui venait de la camomille, s'accrochant encore à la vie malgré tout. Le puits était derrière la maison. Anna a trouvé un seau en bois à côté. La corde était usée et lisse par des années d'utilisation. Elle a laissé tomber le seau, a entendu le plouf, a senti le poids quand il s'est rempli. La poulie a grincé tandis qu'elle le remontait, la corde rugueuse contre ses paumes. Elle a porté le seau jusqu'au jardin, l'eau clapotant contre sa jambe, trempant sa jupe. Elle s'en fichait. Elle s'est agenouillée près du premier buisson de romarin et a versé lentement, regardant l'eau disparaître dans la terre craquelée, assombrissant le sol, s'infiltrant vers ses racines pâles qui attendaient en dessous. Un saut, retour au puits. Un autre saut, retour au jardin. Le soleil est monté plus haut. La sueur perlait à ses tempes, coulait dans son cou. Ses épaules ont commencé à lui faire mal. La corde a laissé des marques rouges sur ses paumes qui se transformeraient en ampoules le soir venu. Elle a continué. En fin d'après-midi, elle avait arrosé chaque parterre. La terre était maintenant sombre, assez meuble pour être travaillée. Elle a trouvé une truelle rouillée dans la grange et a commencé à s'attaquer aux mauvaises herbes, arrachant les chardons à la racine, tirant l'herbe folle d'entre les plantes d'aromatiques, dégageant de l'espace pour que les survivantes puissent en respirer. Son dos la faisait souffrir. Ses genoux étaient à vif à force de s'agenouiller sur les pierres. Les ampoules sur ses paumes s'étaient ouvertes, la piquant chaque fois qu'elle saisissait le manche de la truelle. Mais elle a continué à travailler, à arracher, à nettoyer. Elias s'est passé vers 4 heures. Il avait une houe sur l'épaule, se dirigeant vers un enclos au-delà de la grange. Il a ralenti en arrivant au jardin, s'est arrêté au bord. Ses yeux ont parcouru les parterres, la terre sombre, les mauvaises herbes arrachées. Anna à genoux, de la terre jusqu'au coude. Il n'a pas parlé, et juste resté là un long moment, à regarder. Puis il a ajusté la houe sur son épaule et a continué son chemin. Anna s'est remise au travail. La journée s'est écoulée au rythme de l'arrosage et du désherbage, du transport et de l'agenouillement. Au moment où le soleil a touché la crête, tout son corps n'était qu'une longue douleur du cou au talon. Ses mains étaient à vif, la peau craquelée et piquante. Mais le jardin était différent. Les parterres étaient propres. La terre était humide. Les plantes qui restaient, et il y en avait plus qu'elle ne l'avait cru, avaient de la place pour pousser. Elle s'est lavée à la pompe derrière la maison. L'eau était assez froide pour lui couper le souffle. La cuisine était ombre et silencieuse. Elle a trouvé des haricots dans une conserve, du bacon enveloppé dans du papier, un oignon qui commençait à ramollir dans un panier près du poêle. Elle a allumé le feu, a posé la marmite en fonte sur la flamme et a commencé à cuisiner. Le ragoût bouillonnait quand Elias est entré. Il a accroché son chapeau près de la porte, a pompé de l'eau dans une bassine en fer blanc, s'est lavé les mains et le visage. Des gouttelettes s'accrochaient à sa barbe naissante. Il s'est séché avec un chiffon qui avait connu des jours meilleurs et s'est assis à table sans un mot. Anna a versé du ragoût dans 2 bols en fer blanc, en a posé un devant lui et s'est assise en face avec le sien. Ils ont mangé en silence. Les seuls bruits étaient le raclement des cuillères contre le fer blanc,
le crépitement du feu et la respiration de Shep depuis sa place près de l'âtre. Elias a fini son bol, a attrapé la marmite, s'est resservi, puis, sans la regarder, a ajouté un morceau de bacon de la marmite dans son bol à elle. Anna a regardé le bacon, puis l'a regardé lui. Il mangeait déjà de nouveau, les yeux fixés sur sa nourriture. Le romarin est encore en vie, a-t-elle dit. Les racines sont bonnes. Donnez-moi quelques mois, je peux le faire revivre. Faites comme vous voulez. Plus de silence. Le feu a crépité. La queue de Shep a frappé une fois contre le sol. Le docteur Harmon, a dit Elias, le médecin de la ville. Il m'achète des herbes, romarin, camomille, sauge, tout ce que je peux faire pousser. Il a raclé sa cuillère contre le fond de son bol. C'était une bonne affaire. Avant, Anna a attendu. Il n'a pas expliqué ce que « avant » signifiait. Elle n'a pas demandé. Silas monte les provisions par le col toutes les quelques semaines, a continué Elias. Moins cher que de descendre mon propre chariot. Il passe, dépose ce dont j'ai besoin et récupère les herbes séchées pour le docteur Harmon. La cuillère d'Anna s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Silas, juste pour que vous le sachiez, Elias s'est levé de table, au cas où vous le verriez dans le coin. Il a porté son bol à la bassine, l'a laissé tomber avec un cliquetis et est sorti par la porte de derrière. La moustiquaire a claqué derrière lui. Anna est restée seule à table. Le feu s'était réduit à des braises, projetant de longues ombres à travers la pièce. Par la fenêtre, elle pouvait voir le jardin. Son jardin maintenant, du moins pour un temps, des formes sombres se découpant sur le ciel qui s'assombrissait. Silas viendrait ici, dans cette maison, dans cette ferme où elle essayait de construire quelque chose de nouveau. Elle a lavé les bols lentement, méthodiquement, ses mains accomplissant les gestes, tandis que son esprit vagabondait. L'eau était froide. Son reflet ondulait dans la bassine, une femme fatiguée avec de la terre sur le visage et des ampoules aux paumes. Quand elle a eu fini, elle s'est séché les mains et a marché dans le couloir vers sa chambre. La maison était silencieuse. Elias était parti quelque part, à la grange peut-être, ou vérifier quelque chose dans la lumière déclinante. Elle est passée devant la porte fermée au bout du couloir. Ce soir, elle semblait différente. Une fine ligne de bois plus claire apparaissait en bas, là où des années de pas avaient usé la teinture. Quelqu'un avait marché jusqu'à cette porte de nombreuses fois, s'était tenu là, avait peut-être pressé une main contre le bois comme Anna se surprenait à le faire maintenant. Le bois était frais sous sa paume lisse. Elle pouvait sentir quelque chose de léger. De la lavande peut-être, ou quelque chose de semblable. Une odeur vieille et sèche, piégée derrière la porte comme un fantôme. Sa main s'est déplacée vers la poignée. Elle a tourné. La poignée a tourné, mais Anna n'a pas poussé. Elle est restée là, dans le couloir sombre, la paume pressée contre le bois, le cœur battant dans sa gorge. L'odeur de lavande s'échappait par la fente, faible, ancienne, comme quelque chose pressé entre les pages d'un livre il y a des années. Elle a lâché prise, a reculé. La poignée a cliqué doucement en revenant à sa position initiale. Pas ce soir. Pas encore. Elle est allée dans sa chambre, a fermé la porte derrière elle, et elle restait éveillée jusqu'à ce que la première lueur grise touche la fenêtre. Les jours ont ensuite pris un rythme. Anna se levait avant l'aube, s'habillait dans le noir et allait au jardin. Elle transportait de l'eau jusqu'à ce que ses épaules la brûlent. Elle arrachait les mauvaises herbes jusqu'à ce que ses doigts saignent. Elle parlait aux plantes comme sa mère le lui avait appris, des mots doux. Des bêtises en réalité, mais cela lui semblait juste. Le romarin a répondu le premier, de nouvelles pousses sortant des tiges ligneuses. Puis la sauge, déployant de pâles feuilles vertes vers le soleil du matin. La camomille est revenue la plus forte de toutes, des fleurs blanches parsemant les parterres comme des pièces de monnaie éparpillées. Elias gardait ses distances. Il travaillait la terre au-delà de la grange, réparant les clôtures, s'occupant du cheval, faisant tout ce que font les hommes solitaires qui vivent seuls. Ils mangeaient ensemble 2 fois par jour, le petit déjeuner et le souper. Mais les repas se passaient principalement en silence. Un mot par-ci, un grognement par-là, passe-moi le sel, encore du café, rien de plus. Mais Anna remarquait des choses. Elle remarquait comment il s'arrêtait au bord du jardin chaque matin, ses yeux parcourant les parterres avant de continuer son chemin. Elle remarquait comment les portions dans son assiette devenaient plus grandes,
bien qu'elle n'en ait jamais demandé plus. Elle a remarqué comment il a laissé un pot de pommade sur la table de la cuisine un matin. Il n'a rien dit à ce sujet, ne l'a même pas regardé, mais ses mains gercées ont guéri en une semaine. La porte fermée est restée fermée. Anna passait devant chaque jour, sentait son attraction, mais continuait de marcher. L'été s'est étiré. 2 mois, puis 3. Le jardin s'est transformé. Ce qui avait été brun et mourant était maintenant vert et florissant. Les herbes poussaient drues et parfumées dans la chaleur de la fin de l'été. Anna a récolté la première fournée de romarin un mardi matin, coupant les tigets avec un couteau qu'Elias avait aiguisé pour elle la veille. Elle les a attachés en bouquet avec de la ficelle et les a suspendus au chevron de la grange pour les faire sécher. L'odeur a rempli l'espace, vive, propre, vivante. Elle nettoyait la maison quand c'est arrivé. Pas le travail du jardin cette fois, mais le travail à l'intérieur. Balayer les sols, nettoyer les fenêtres, essayer de repousser la couche de négligence qui s'était installée sur tout. Elle a progressé dans le couloir, balai à la main, la poussière s'élevant dans les rayons de lumière de l'après-midi. La porte était entr'ouverte. Anna s'est arrêtée. Elle était certaine de ne pas l'avoir touchée, certaine que le vent ne l'avait pas ouverte. Il n'y avait pas de se demande aujourd'hui. L'air extérieur était immobile, comme s'il retenait son souffle. Mais elle était là, ouverte juste d'une fente, juste assez pour que cette faible odeur de lavande s'infiltre. Elle l'a poussée du bout des doigts. Les gongs ont gémi. La pièce était plus petite qu'elle ne l'avait imaginé. Un lit contre le mur du fond, recouvert d'un couvre-lit qui avait été bleu autrefois, maintenant délavé. Les couleurs s'étaient estompées jusqu'au gris. Des rideaux de dentelle pendaient à la fenêtre, jaunis par le temps, filtrant la lumière en quelque chose de doux et de triste. Une armoire se tenait dans le coin, les portes fermées, et contre le mur, sous la fenêtre, une coiffeuse. Anna est entrée. La poussière recouvrait tout. Elle était épaisse sur le couvre-lit, sur le sol, sur la petite table à côté du lit où une Bible était posée avec un ruban marquant une page. L'air était confiné, vicié, lourd de l'odeur de lavande séchée et d'autres choses, l'absence. Le vide particulier d'une pièce qui avait été scellée contre le temps. Elle s'est approchée de la coiffeuse. Un miroir dans un cadre en chêne, le verre terni par l'âge. Un peigne en ivoire, les dents jaunaises, quelques mèches de cheveux sombres encore coincées entre elles. Une boîte à poudre en porcelaine, le couvercle de travers. Et là, à côté de la boîte, captant la faible lumière de la fenêtre, une épingle à cheveux en argent. Le souffle d'Anna s'est coupé. Ce n'était pas la même que la sienne. Le dessin était différent. Une fleur qu'elle ne reconnaissait pas. Quelque chose avec 5 pétales, délicat et détaillé. Mais la taille était la même. Le poids serait le même. La sensation qu'elle procurerait en se glissant dans les cheveux d'une femme. Elle a tendu la main vers elle. Ses doigts ont plané à 1 pouce de distance. Tremblant. Une lame de plancher a grincé derrière elle. Anna s'est retournée brusquement. Elias se tenait dans l'embrasure de la porte. Son épaule était appuyée contre le cadre. Ses bras étaient croisés sur sa poitrine. Il ne la regardait pas. Ses yeux étaient fixés sur l'épingle à cheveux, sur la coiffeuse, sur toutes les choses qui étaient restées intactes pendant des années. « Je suis désolé, a dit Anna. Les mots sont sortis d'un trait. La porte était ouverte. Je ne voulais pas... La porte n'était pas verrouillée. Sa voix était neutre. Pas en colère, rien de particulier, juste neutre. Comme un étang sans vent. Anna s'est éloignée de la coiffeuse. « Je vais partir. Je n'aurais pas dû... » Elle s'appelait Sarah. Anna s'est arrêtée. Elias n'avait pas bougé. Il regardait toujours la coiffeuse, l'épingle à cheveux, la boîte à poudre au couvercle de travers. 3 ans en octobre. Sa mâchoire s'est contractée, les muscles se tendant sous sa barbe naissante. La fièvre l'a emporté. Ça a commencé par une toux. Ça s'est terminé par... Il s'est arrêté, a dégluti. Ça s'est terminé. Anna est restée très immobile. Les grains de poussière flottaient entre eux, suspendus dans la lumière. C'est elle qui a planté ce jardin, a dit Elias. Chaque parterre, chaque rangée. Elle passait des heures là-bas à parler aux plantes comme si elle pouvait l'entendre. Un son est sorti de sa gorge. Pas tout à fait un rire. Pas tout à fait autre chose. Je la croyais folle au début. Puis je m'y suis habitué. Il s'est de nouveau arrêté. Le silence s'est étiré, remplissant la pièce, pressant contre les murs.
Elle avait bon goût, a dit Anna doucement. La dentelle de ses rideaux, c'est quelqu'un qui savait ce qu'il faisait qui les a faits. Sa mère, cadeau de mariage. Combien de temps avez-vous été mariés? 4 ans. Ça aurait fait 5 en novembre. Anna a regardé la Bible sur la table de chevet. Le ruban marquant la page était effiloché sur les bords. Le tissu était usé d'avoir été touché. Je ne suis pas entré ici, a dit Elias. Pas depuis qu'on l'a enterré. Je ne pouvais pas. Simplement, je ne pouvais pas. Anna a hoché la tête. Elle comprenait cela. Elle comprenait comment une pièce pouvait devenir une tombe, comment fermer une porte pouvait sembler être le seul moyen de survivre. L'épingle à cheveux, a-t-elle dit, elle est magnifique. Elias l'a enfin regardée. Ses yeux étaient bordés de rouge mais secs. S'il lui restait des larmes pour Sarah, il ne les montrait pas maintenant. Elle la portait tous les dimanches, a-t-il dit, les jours d'église. Elle disait que ça la faisait se sentir jolie. Elle avait raison. Quelque chose a changé sur son visage. Pas un sourire, rien d'aussi simple, mais quelque chose qui avait été verrouillé s'est desserré d'une fraction. Faites ce que vous voulez de la pièce, a-t-il dit. Il s'est détaché du cadre de la porte, s'est retourné pour partir. Elle ne reviendra pas. Je n'y entrerai plus, pas si vous ne le voulez pas. Elias s'est arrêté sur le seuil. Il ne s'est pas retourné. Il serait peut-être temps, a-t-il dit, la voix rauque. Il serait peut-être temps que quelqu'un le fasse. Il s'est éloigné, ses pas ont résonné dans le couloir, puis se sont estompés. Anna est restée seule dans la chambre de Sarah. La lumière changeait, le soleil tombant vers la crête, les ombres s'allongeant sur le couvre-lit délavé. Elle a regardé l'épingle à cheveux une dernière fois, cette petite chose en argent qui avait tant signifié pour une femme qu'elle ne rencontrerait jamais. Puis elle s'est retournée et est sortie, laissant la porte ouverte derrière elle. Ce soir-là, ils ont soupé dans leur silence habituel, mais quelque chose avait changé. L'air entre eux semblait différent, pas chaleureux exactement, mais moins froid, moins prudent. Après le repas, Elias a parlé sans lever les yeux de son assiette. Jour de marché la semaine prochaine. Le docteur Harmon a demandé de la camomille. Il a raclé une cuillère contre le fer blanc. J'aurais besoin d'aide à l'étal si vous le voulez bien. Les mains d'Anna se sont immobilisées sur son bol. Jour de marché. La ville. L'étal. Silas la verrait là-bas. Le matin du jour de marché, Anna se tenait devant le petit miroir de sa chambre et étudiait son reflet. La robe en calicot était propre. Elle l'avait lavée 2 jours auparavant. L'avait suspendue sur la corde à linge derrière la maison. L'avait repassée avec le lourd fer qu'elle avait trouvé dans la cuisine. Le tissu était toujours usé au coude, toujours rapiécé à l'ourlet, mais il était propre. C'était déjà quelque chose. Ses doigts ont trouvé l'épingle à cheveux en argent sur la table de chevet, l'épingle de sa mère. Le motif de lys captait la lumière matinale, terni, mais toujours magnifique. Elle a relevé ses cheveux, a glissé l'épingle en place et s'est regardée à nouveau. La femme dans le miroir semblait plus âgée qu'elle ne s'en souvenait, plus mince aussi, mais plus forte d'une certaine manière. Ses bras avaient une définition qu'ils n'avaient jamais eue auparavant. Des muscles forgés en transportant de l'eau et en retournant la terre. Ses mains étaient rugueuses, les callosités épaisses, la peau brune de mois passés au soleil. Elle ne ressemblait pas à la femme qui était descendue de cette diligence. Elle ne se sentait pas non plus comme elle. Le chariot est prêt. La voix d'Elias venait de l'avant de la maison. Anna a jeté un dernier regard au miroir, puis est sortie pour le rejoindre. Le chariot était chargé de caisses, d'herbes séchées en bouquets et attachées avec de la ficelle. Chaque bouquet était étiqueté de l'écriture soignée d'Anna. Romarin, sauge, camomille, menthe. L'odeur s'élevait du chariot, vive, verte et vivante. Anna est montée sur le banc. Son estomac était noué, ses paumes moites contre sa jupe. Elle a gardé les yeux droits devant elle pendant qu'Elias faisait claquer sa langue et que le cheval s'engageait sur la route. Le trajet jusqu'à la ville a duré 1 heure. Anna l'a passé en grande partie sans parler, regardant le paysage défiler, essayant de ne pas penser au magasin général et au son des rires résonnant contre le plafond en tôle. Copper Ridge est apparu au détour d'un virage, les mêmes bâtiments décolorés par le soleil, la même rue poussiéreuse, les mêmes enseignes se balançant au-dessus du magasin général de Silas Pritchard. Les mains d'Anna se sont crispées sur ses genoux. Le marché était installé sur la place au centre de la ville. Des chariots bordaient les côtés,
leurs propriétaires se tenant derrière des étals improvisés, des planches posées sur des tonneaux, des caisses empilées pour exposer les marchandises. Anna a vu des légumes, des œufs, du pain frais, des pots de conserve, des rouleaux de tissu. L'air sentait la poussière, le fumier de cheval et quelque chose de sucré qui cuisait quelque part à proximité. Elias a garé le chariot dans un espace vide près de l'abreuvoir. Il est descendu, a commencé à décharger les caisses, installant l'étal avec une efficacité rodée. Anna a aidé. Ses mouvements étaient mécaniques, ses yeux se dirigeant vers le magasin général au coin de la place. Silas n'était pas dehors. Les vitrines du magasin reflétaient le soleil du matin, impossible de voir à travers. Voilà. Elias a posé la dernière caisse sur la table en planche. Les bouquets d'herbes étaient maintenant disposés en rangées soignées, verts et parfumés, attachés avec de la ficelle marron, les étiquettes tournées vers l'extérieur. Il a reculé, a regardé l'étalage, puis Anna. « Vous connaissez les prix, a-t-il dit. Je serai au magasin de fourrage si vous avez besoin de moi. » Il s'est éloigné avant qu'elle ne puisse répondre. Anna est restée seule derrière l'étal. La place se remplissait maintenant. Des femmes avec des paniers au bras, des hommes en vêtements de travail, des enfants courant entre les chariots. Les voix montaient et descendaient. Les rires se mêlaient au cliquetis des roues et au braiement d'une mule quelque part dans la rue. Personne ne s'est approché de son étal. Anna a redressé les bouquets qui n'avaient pas besoin d'être redressés. Elle a ajusté les étiquettes. Elle a essuyé la poussière de la table en planche avec sa paume. Son cœur battait trop vite, sa respiration était courte. Du coin de l'œil, elle a vu la porte du magasin général s'ouvrir. Elle n'a pas regardé. Elle a gardé les yeux sur les herbes sur la table, sur n'importe quoi d'autre que cette porte et celui qui pourrait en sortir. Des pas se sont approchés. Les mains d'Anna se sont immobilisées. C'est vous qui vous occupez du jardin d'Elias maintenant. La voix était féminine, plus âgée, avec un ton rauque dû au tabac ou à l'âge ou aux deux. Anna a levé les yeux. Une femme se tenait devant l'étal, la soixantaine, peut-être plus, avec des cheveux gris tirés en un chignon sévère et des yeux qui ne manquaient rien. Elle portait une robe de bonne qualité, pas luxueuse mais bien faite, et se tenait avec l'autorité particulière de quelqu'un habitué à être écouté. « Oui, madame, a dit Anna. » La femme a pris un bouquet de romarin, l'a porté à son nez et inhalé profondément, les yeux fermés un instant. Eh bien ça alors. Elle a ouvert les yeux, a regardé Anna, puis s'est retournée et a parlé fort. Assez fort pour que les trois femmes de l'étal voisin l'entendent. Assez fort pour que l'homme qui passait avec un sac de farine l'entende. Le meilleur romarin que j'ai vu dans cette ville. Le docteur va être content. Anna a cligné des yeux. Merci, madame. Madame Harmon. La femme a posé le romarin sur la table et a montré la camomille. Je prendrai 2 bouquets de ça, 3 de romarin. Et elle a plissé les yeux vers la sauge. Un de ceux-là. Mon mari consomme des herbes comme de l'eau. Il dit que l'huile de romarin est la seule chose qui soulage les articulations de M. Peterson. Anna a rassemblé les bouquets, ses mains plus stables maintenant. Elle a donné le prix à Mme Harmon. Les chiffres sont sortis clairs, confiants, comme si elle avait fait ça 100 fois. Mme Harmon a compté des pièces d'une petite bourse et les a laissées tomber dans la paume d'Anna. Le métal était chaud de la main de la femme. « C'est vous que Crane a laissé à la gare, » a dit Mme Harmon. Ce n'était pas une question. Les doigts d'Anna se sont refermés sur les pièces. « Oui, madame. » Mme Harmon a rangé les herbes dans son panier. Cet homme était un serpent. Tout le monde le savait, sauf les femmes qui répondaient à ses lettres. « Vous êtes mieux sans lui. » Elle s'est éloignée sans attendre de réponse. Anna est restée là, les pièces dans son poing, quelque chose se desserrant dans sa poitrine. D'autres clients sont venus après ça. Une jeune femme avec un bébé sur la hanche a acheté de la menthe pour le thé. Un homme plus âgé avec un boitement prononcé a posé des questions sur la camomille et ses usages. La femme d'un fermier a acheté de la sauge et du romarin et a demandé si Anna aurait de la lavande le mois prochain. « Peut-être, » a dit Anna. « Les plantes reprennent. On verra. » Entre 2 clients, une vieille femme s'est approchée, les cheveux blancs, le visage comme du papier froissé, mais des yeux vifs et brillants. Elle a pris un bouquet de menthe, l'a retourné dans ses mains noueuses. « Vous savez comment faire pousser ça ?» a-t-elle demandé. « La mienne n'arrête pas de mourir. »
Trop de soleil, probablement, a dit Anna. La menthe aime l'ombre et les pieds humides. Hein? La vieille femme, Martha, quelqu'un l'avait appelée, a plissé les yeux vers le bouquet. Mon Henry a toujours dit plein soleil. Avec tout le respect que je vous dois, madame, votre Henry avait tort. La bouche de Martha s'est ouverte, puis refermée, puis elle a ri, un rire bref et sec qui s'est transformé en sifflement. Eh bien, a-t-elle dit, en sortant des pièces de la poche de son tablier. Ça alors, une femme qui n'a pas sa langue dans sa poche. Elle a laissé tomber les pièces sur la table. Je prendrai 2 bouquets, et je reviendrai le mois prochain pour vous dire si vous aviez raison. Je serai là. Martha s'est éloignée, gloussant encore. Anna a compté les pièces dans le petit sac en tissu qu'elle avait apporté à ses défaits. Plus qu'elle ne l'avait espéré. Assez pour compter, assez pour prouver qu'elle pouvait faire autre chose que prendre de la place et accepter la charité. Le soleil était haut maintenant. La foule du matin s'éclaircissait. Anna tendait la main vers sa gourde quand elle l'a vue. Silas se tenait au bord de la place, les bras croisés sur sa poitrine, observant son étal. Il était trop loin pour qu'elle puisse lire son expression, mais elle sentait ses yeux sur elle, lourds, calculateurs. Il a commencé à marcher vers elle. La main d'Anna s'est crispée sur la gourde. Sa gorge s'est asséchée. Les pièces dans le sac ne pesaient soudain plus rien, insignifiantes face au souvenir de son rire. La façon dont il avait laissé tomber l'épingle de sa mère sur le comptoir comme si c'était un déchet. Silas était à 10 pieds maintenant. 8, 5. Il a ouvert la bouche pour parler. Une main s'est abattue sur le bord de l'étal. Elias. Il était apparu de quelque part, du magasin de fourrage peut-être, ou d'ailleurs. Et maintenant il se tenait à côté d'Anna, sa paume à plat sur la table en planche, son corps tourné vers Silas. Il n'a rien dit, n'a pas menacé, n'a pas pris de posture. Il est juste resté là, à regarder Silas avec ses yeux gris pâles, attendant. La bouche de Silas s'est refermée. Les 2 hommes se sont regardés un long moment. Quelque chose est passé entre eux. Quelque chose qu'Anna ne pouvait pas lire, ne pouvait pas interpréter. Une histoire ou une entente qui existait en dehors des mots. Puis Silas s'est retourné et s'est éloigné. Anna a expiré un souffle qu'elle ne savait pas qu'elle retenait. Elias a regardé Silas partir, sa main toujours sur la table. Quand le commerçant a disparu dans son magasin, Elias s'est redressé, a roulé des épaules et a regardé les bouquets d'herbe. « J'ai assez vendu, » a dit Anna. Sa voix est sortie plus stable qu'elle ne se sentait. « Bien. » Il a pris une caisse vide, l'a mise dans le chariot. « On remballe, on a fini ici. » Le trajet du retour a été silencieux, mais différent de l'aller. Le silence n'était plus lourd. C'était juste du silence. Confortable. Le genre qui n'a pas besoin d'être comblé. Anna était assise avec le sac de pièces en tissu sur ses genoux, sentant leur poids, leur réalité. Elle avait gagné cela, on ne le lui avait pas donné. Gagné. La ferme est apparue au dernier virage. La maison, la grange et le jardin s'étalaient contre la crête. Anna la regardait différemment maintenant, non pas comme un endroit où elle avait atterri, mais comme un endroit où elle pourrait appartenir. Elias a arrêté le chariot près de la grange. Anna est descendue, le sac de pièces rangé dans la poche de son tablier. Elias. Il s'est arrêté, un pied à terre, l'autre encore dans le chariot. « Merci, a-t-elle dit, pour ce que vous avez fait là-bas avec Silas. » Il l'a regardé un moment, puis il a secoué la tête. « Je n'ai rien fait. » Il est descendu, a commencé à dételer le cheval. Je suis juste resté là. C'était suffisant. Il n'a pas répondu, mais alors qu'il menait le cheval vers la grange, Anna a cru voir quelque chose au coin de sa bouche. Pas tout à fait un sourire, mais presque. Elle se dirigeait vers la maison quand Shep a commencé à aboyer. Le chien était au bord de la propriété, près de la route qui descendait par le col. Son aboiement était sec, urgent, différent de son salut habituel. Anna s'est arrêtée, a écouté. Des bruits de sabots. Remontant la route rapidement, Elias est sorti de la grange, les yeux sur le chien, puis sur la route. Un cavalier est apparu au détour du virage. Un jeune homme sur un cheval en sueur, montant à vive allure. Il s'est arrêté en les voyant, le cheval dansant et soufflant. « Monsieur Stone !» Le cavalier était à bout de souffle, le visage rouge d'effort. « Vous êtes Elias Stone? C'est moi. Le docteur Harmon m'envoie. » Le cavalier a dégluti, s'est ressaisi. « Il y a eu un accident au col de Miller.
Un chariot est passé par-dessus bord. L'estomac d'Anna s'est noué. Qui? A demandé Elias. Le cavalier a regardé d'Elias à Anna, puis de nouveau à Elias. Silas Pritchard, a-t-il dit. Il est gravement blessé. Ils l'ont laissé au bord de la route. Les mots du cavalier sont restés en suspens dans l'air comme de la fumée. Où? La voix d'Elias était tranchante, nette. Au col de Miller et environ 2 miles sur la route du Canyon. Le cavalier a essuyé la sueur de son visage avec une manche sale. Des bandits ont attaqué son chariot, ont tout pris, ont effrayé le cheval. Le chariot s'est renversé. Le docteur est en route depuis la ville, mais... Il a secoué la tête. La route est mauvaise dans le noir. J'ai pensé que quelqu'un de plus proche pourrait y arriver en premier. Elias se dirigeait déjà vers la grange. « Anna, prends la lanterne, la grande, près de la porte de la cuisine et attrape tout le tissu propre que tu peux trouver. » Les jambes d'Anna ne bougeaient pas. Silas, l'homme qui s'était moqué d'elle, l'homme qui avait laissé tomber l'épingle de sa mère sur le comptoir comme un déchet. L'homme qui l'avait appelée « ma chérie » et « ma petite », pendant qu'une salle pleine d'étrangers assistait à son humiliation. Cet homme gisait quelque part dans la poussière, en sang. Anna. La voix d'Elias l'a ramené à la réalité. Il se tenait à la porte de la grange, la regardant. « Maintenant, a-t-il dit, bouge. » Elle a bougé. La lanterne tempête était là où il l'avait dit, en laiton lourd, la cheminée en verre maculé dessus. Elle l'a attrapée, puis a couru dans sa chambre, a tiré le drap du lit, l'a fourré sous son bras. Son châle était accroché au crochet près de la porte. Elle l'a jeté sur ses épaules en courant dehors. Elias avait scellé le cheval, pas le cheval de trait, mais une jument baie qu'Anna avait vue dans l'enclos arrière. Il est monté, a tendu une main. « Derrière moi, accroche-toi. » Anna a saisi sa main. Sa poigne était de fer, la hissant sur le dos du cheval d'un seul mouvement. Elle a enroulé ses bras autour de sa taille, la lanterne cognant contre sa cuisse, le drap enroulé pressé entre eux. Elias a lancé la jument au galop. Ils ont chevauché à vive allure dans l'obscurité grandissante. Le soleil était passé sous la crête, ne laissant qu'une fine ligne orange à l'horizon. Les ombres s'étiraient dans les creux, se répandaient sur la route comme de l'encre renversée. Les sabots de la jument martelaient la terre battue, soulevant des nuages de poussière qui piquaient le visage et les bras d'Anna. La route du canyon montait en pente raide, serpentant entre des parois rocheuses qui s'élevaient de chaque côté comme les côtes d'une bête ancienne. Anna sentait la résine de pain, la poussière et l'odeur âcre de la sueur du cheval. Ses cuisses lui faisaient mal à force de serrer les flancs de la jument. Ses bras la brûlaient à force de s'accrocher à Elias. Le trajet a duré plus longtemps que prévu. Le sentier était traître dans la lumière déclinante. La jument avançait prudemment sur les pierres instables et les dénivelés soudains. Au moment où ils ont pris le dernier virage, la nuit était complètement tombée. Elias a arrêté le cheval brusquement. Le chariot gisait sur le côté au milieu de la route. Une roue tournait encore lentement, grinçant à chaque rotation. Des caisses s'étaient renversées sur la terre, brisées. Leur contenu était éparpillé. La farine formait des traînées blanches sur le sol sombre. Un tonneau s'était fendu, déversant quelque chose de sombre qui aurait pu être de la mélasse. Et à côté du chariot, à moitié caché dans l'ombre, un corps. Elias est descendu de cheval, a pris la lanterne d'Anna, a gratté une allumette. La mèche a pris, projetant un cercle de lumière jaune sur la scène. Anna a glissé du cheval. Ses jambes ont failli flancher en touchant le sol. Elle s'est stabilisée contre le flanc de la jument, puis s'est forcée à marcher vers le corps. Silas gisait sur le dos, une jambe tordue à un angle anormal sous la caisse de chargement renversée. Son visage était couvert de terre et d'égratignures, du sang séché à la racine de ses cheveux. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait en respiration courte et rapide. Anna s'est arrêtée à 3 pieds de distance. La lumière de la lanterne éclairait son visage. Il semblait plus petit qu'elle ne s'en souvenait, plus petit et plus vieux. La chair de ses joues flasques, ses lèvres gercées et pâles. Ses yeux étaient fermés, les paupières tremblaient. C'était l'homme qui l'avait humiliée. C'était l'homme qui l'avait fait se sentir plus petite que la poussière sous ses bottes. Les mains d'Anna se sont crispées en poing à ses côtés. C'est à vous de décider. La voix d'Elias venait de derrière elle, neutre et égale.
Anna s'est retournée. Il se tenait près de la roue du chariot, la lanterne tenue bas, son visage à moitié dans l'ombre. Il ne regardait pas Silas. Il la regardait, elle. Quoi? Ce n'était pas mon ennemi qui gît là. Elias a changé la lanterne de main. C'est à vous de décider. Anna l'a dévisagé. Le vent nocturne soufflait dans le canyon, froid contre sa peau moite de sueur. Quelque part dans l'obscurité, un hibou a ululé une fois et s'est tu. Elle a regardé de nouveau Silas, son visage pâle, sa respiration rapide, le sang séchant sur son front. Elle pouvait s'en aller. Remonter sur ce cheval, rentrer chez elle et ne plus jamais penser à Silas Pritchard. Le laisser ici pour que le docteur Harmon le trouve ou ne le trouve pas. Le laisser au sort que la nuit lui réservait. Ce serait justice. Ce serait équitable. La voix de sa mère lui est revenue alors, sans y être invitée. Pas des mots exactement, mais le souvenir de mots. Quelque chose sur la gentillesse étant ce que l'on fait quand personne ne regarde. Quelque chose sur la miséricorde étant plus forte que la vengeance. Les doigts d'Anna se sont décrispés. Elle s'est agenouillée dans la poussière à côté de Silas. Le sol était froid et humide sous ses genoux. La boue a traversé sa jupe, noire et épaisse, s'imprégnant dans le tissu. Elle la sentait contre sa peau, humide, granuleuse, sentant la terre et la pourriture. Elle s'est penchée en avant, a pressé sa paume contre le front de Silas. Chaud, beaucoup trop chaud, de la fièvre, a-t-elle dit. Sa voix semblait étrange à ses propres oreilles, calme, stable, comme si quelqu'un d'autre parlait à travers sa bouche. Il est brûlant. Anna a sorti le drap enroulé dessous son bras, a commencé à le déchirer en lanière. Le tissu a résisté au début, puis a cédé avec un bruit de déchirement qui a résonné contre les parois du canyon. « Aidez-moi à le sortir de là-dessous », a-t-elle dit. Elias a posé la lanterne sur un rocher plat et s'est approché de la caisse de chargement. Il a appuyé son épaule contre elle, a poussé. Les veines de son cou ressortaient, ses bottes s'enfonçant dans la boue pour trouver prise. La caisse a bougé. Silas a gémi, un son bas et animal qui a noué l'estomac d'Anna. « Encore », a-t-elle dit. Elias a poussé. La caisse a raclé le sol, a bougé d'un autre pouce. Anna a attrapé les épaules de Silas, l'a tiré vers elle alors que le poids se soulevait de sa jambe. Il a glissé dans la boue, son corps mou et lourd. Le bras d'Anna criait sous l'effort. Sa main a glissé sur sa chemise trempée de sueur. Elle est tombée en arrière. Le haut du corps de Silas a atterri sur ses genoux. De la boue a giclé sur son visage, dans ses cheveux, dans sa bouche. Elle a craché, s'est essuyé les yeux avec une main boueuse, ce qui n'a fait qu'empirer les choses. Elle sentait le goût de la terre sur sa langue, la sentait grincer entre ses dents. Mais Silas était libre. Sa jambe était en mauvais état, enflée, le tissu de son pantalon déchiré, une profonde entaille allant du genou à la cheville. Pas cassé, pensa Anna, mais presque. Elle a pressé une lanière de drap contre la blessure. Le sang a immédiatement traversé, chaud et humide contre ses doigts. « Tenez ça », a-t-elle dit à Elias. Il s'est agenouillé à côté d'elle et pressé sa paume sur le bandage improvisé. Anna a travaillé rapidement. Une autre lanière autour de la jambe, nouée serrée. Une autre pour la blessure sur son front, où le sang avait recommencé à couler. Ses mains bougeaient sans réfléchir, guidées par l'instinct et le souvenir lointain des enseignements de sa mère. Les yeux de Silas se sont ouverts en tremblant. Il l'a regardé, son visage strié de boue, ses cheveux emmêlés, ses mains couvertes de son sang. Sa bouche a bougé, essayant de former des mots. « Ne parlez pas », a dit Anna. « Gardez vos forces. » Mais Silas continuait de la regarder. Ses yeux étaient vitreux de fièvre, sans focus. Mais quelque chose en eux a changé, une reconnaissance. Peut-être, ou de la confusion. Ses lèvres gercées se sont entr'ouvertes. « Vous », a-t-il murmuré. Sa voix était à peine audible par-dessus le vent. « Vous êtes Vakala ?»« Je sais qui je suis », l'a coupé Anna. Sa voix est sortie plus dure qu'elle ne l'avait prévu. « Et je sais qui vous êtes. Maintenant, taisez-vous. » Elle a regardé Elias par-dessus le corps de Silas. « Nous devons le ramener à la maison. Il ne s'en sortira pas si nous le laissons ici pour le docteur Harmon. » Elias a étudié son visage à la lumière de la lanterne. Son expression était illisible, ni surprise, ni impressionnée, juste observatrice, la jaugeant. Puis il a hoché la tête. « Je vais approcher le cheval, continuer à faire pression sur cette jambe. »
Il s'est levé et a marché dans l'obscurité au-delà de la portée de la lanterne. Anna est restée assise dans la boue, la tête de Silas sur ses genoux, son sang sur ses mains. Le vent soufflait dans le canyon, transportant l'odeur de pain et de pluie à venir. Au-dessus d'elle, les premières étoiles apparaissaient, froides et lointaines. Elle a baissé les yeux sur le visage de Silas, le visage de l'homme qui s'était moqué d'elle, l'avait réduite à néant devant une salle pleine d'étrangers. Ses yeux s'étaient de nouveau fermés. Sa respiration était superficielle, mais régulière. La fièvre brûlait sous sa paume là où elle reposait sur son front. Elle l'avait sauvé. Maintenant, elle devait le maintenir en vie. Mais alors qu'elle était assise là, dans la boue et l'obscurité, une pensée différente s'est insinuée, froide et importune. Que dirait Silas en se réveillant et en réalisant qui l'avait secouru? La première nuit fut la pire. Ils ont transporté Silas dans la maison sur une civière improvisée, 2 poteaux de clôture avec une couverture tendue entre eux. Son corps était un poids mort, sa tête ballottant d'un côté, sa respiration rapide et superficielle. Anna les a dirigés vers la petite pièce au bout du couloir, pas la chambre de Sarah, mais un débarras qu'ils ont vidé en quelques minutes, poussant des caisses contre les murs, étalant des couvertures sur le lit de camp étroit qui avait été enseveli sous de vieilles selles. Silas ne s'est pas réveillé quand ils l'ont allongé. Sa peau avait la couleur de la cire de bougie, luisante de sueur. Le bandage sur sa jambe s'était imbibé pendant le trajet. Le tissu blanc était maintenant brun rouille de sang séché. Anna a découpé son pantalon avec un couteau de cuisine. La blessure en dessous était laide, les bords déchiquetés, de la terre incrustée dans la chair. Le début d'une infection déjà visible dans les traînées rouges qui irradiaient de l'entaille. Elle l'a nettoyé avec de l'eau bouillie sur le poêle. Ses mains étaient instables même si son estomac se retournait. Elle a rempli la blessure de pâte de camomille, quelque chose que sa mère lui avait appris il y a des années, dans une autre vie, et l'a enveloppé fermement avec du tissu frais. La fièvre a grimpé pendant la nuit. Anna était assise à côté du lit de camp, une bassine d'eau fraîche à ses pieds, essorant des linges et les posant sur le front de Silas. Son corps était secoué de frissons, même si la chaleur s'en dégageait par vagues. Il marmonnait dans son délire des fragments de mots, des noms qu'elle ne reconnaissait pas, des supplications qui n'avaient aucun sens. Vers minuit, Elias est apparu dans l'embrasure de la porte avec 2 tasses de café. Il en a tendu une à Anna, s'est installé dans la chaise dans le coin. « Vous devriez vous reposer, a-t-il dit. Je peux le surveiller un moment. » Pas encore. Il n'a pas discuté, s'est juste assis là, le café réchauffant ses mains, ses yeux sur le malade dans le lit. Ils ont fait des tours de garde après ça. Anna dormait quelques heures dans la chaise pendant qu'Elias veillait, puis prenait le relais quand il devait s'occuper des animaux ou se reposer un peu. Le rythme était épuisant, mais nécessaire. Aucun d'eux ne pouvait continuer sans un peu de sommeil, et Silas avait besoin d'une attention constante. Le 2e jour n'a apporté aucun changement. Anna travaillait mécaniquement, son corps accomplissant des tâches que son esprit enregistrait à peine. Changer les bandages, vérifier la blessure, essuyer la sueur, essayer de lui faire boire de l'eau. La plupart coulaient le long de son menton, trempant l'oreiller. Elle a trouvé le livre de médecine dans son sac de voyage, La médecine domestique de William Buchan, l'exemplaire de sa mère. Les marges étaient remplies de notes manuscrites à l'encre passée. Elle a lu la section sur la fièvre 3 fois, cherchant quelque chose qu'elle aurait pu manquer. Les mots se brouillaient, ses yeux la brûlaient, elle a continué à lire. Cette nuit-là, Elias a apporté de la soupe au lieu du café. Il s'est assis dans la même chaise, dans la même position, la regardant travailler. « Vous devez manger, a-t-il dit. Ça ne lui servira à rien si vous vous effondrez. » Anna a pris le bol. La soupe était chaude, salée, bonne. Elle n'avait pas réalisé à quel point elle avait faim jusqu'à ce que la première cuillerée atteigne son estomac. Elias est resté silencieux un long moment. Puis, Sarah chantait quand elle cuisinait. Anna a levé les yeux. Elias ne la regardait pas. Ses yeux étaient fixés sur un point au loin, quelque part au-delà des murs de la petite pièce. Elle ne chantait pas juste du tout, a-t-il continué. Des hymnes surtout, Amazing Grace en boucle, jusqu'à ce que je pense devenir fou. Un son est sorti de sa gorge. Pas tout à fait un rire. Ça me manque maintenant, bizarrement. Anna a posé la cuillère dans le bol.
Parlez-moi d'elle. Et il l'a fait. Il a parlé de leur rencontre à une fête paroissiale, elle dans une robe bleue, lui trop nerveux pour l'inviter à danser jusqu'à la dernière chanson de la soirée. Il a parlé de leur mariage, petit et simple, juste la famille et quelques amis. Il a parlé du jardin, comment elle l'avait créé à partir de rien, juste un lopin de terre et une poignée de graines. Comment elle passait des heures là-bas, à parler aux plantes comme si c'étaient des enfants. Il a parlé de la fièvre qui l'avait emporté, comment ça avait commencé par une toux, puis un mal de tête, puis une chaleur qui ne tombait pas. Comment il était resté assis à son chevet, tout comme Anna était assise maintenant, priant un Dieu dont il n'était pas sûr qu'il l'écoutait. Sa voix s'est brisée sur la dernière partie. Il a cessé de parler. Le silence s'est étiré, rempli seulement par la respiration rauque de Silas. « Je suis désolé, a dit Anna. Ne le soyez pas. » Elias s'est levé, ses articulations ont craqué. « Ce n'est pas votre fardeau à porter. » Il est sorti de la pièce. Anna a entendu ses pas s'éloigner dans le couloir et entendu la porte de derrière s'ouvrir et se fermer. Les jours se sont confondus après ça. 4, 5, 6. La fièvre baissait, puis remontait en flèche. La blessure sur la jambe de Silas a commencé à guérir. Les traînées rouges et furieuses s'estompant. Mais la fièvre s'accrochait comme un chien à un os. Anna dormait par bribes, 1 heure par-ci, 2 heures par-là, toujours une oreille à l'écoute des changements dans la respiration de Silas. Elias prenait les gardes de nuit quand il le pouvait, assis dans la chaise du coin avec une tasse de café froid, veillant sur l'homme qui avait autrefois humilié la femme qui dormait dans la pièce voisine. La 10e nuit, la fièvre est tombée. Anna somnolait dans sa chaise quand elle a entendu la respiration de Silas changer. Plus profonde, plus lente, plus régulière. Elle a tendu la main, a pressé sa paume sur son front. Frais. Pas froid, mais frais. Le feu qui avait brûlé sous sa peau pendant près de 2 semaines était enfin parti. Elle s'est rassise dans sa chaise, les mains tremblantes. L'épuisement l'a submergée comme une vague, soudaine, écrasante. Elle a laissé ses yeux se fermer, juste un instant. Quand elle les a rouverts, la lumière du matin filtrait par la fenêtre. Et Silas s'était réveillé. Ses yeux étaient ouverts, fixés sur le plafond. Sa respiration était lente et régulière maintenant. La rougeur de la fièvre avait disparu de ses joues. Il semblait plus petit qu'elle ne s'en souvenait, dégonflé en quelque sorte, comme un ballon qui aurait perdu son air. Anna s'est redressée dans sa chaise. Son dos a crié de protestation, son cou raide d'avoir dormi dans une position inconfortable. Elle a attrapé le verre d'eau sur la table de chevet. Silas a tourné la tête, leurs regards se sont croisés. Anna a vu la reconnaissance poindre, la confusion d'abord, puis le lent assemblage des souvenirs, puis la compréhension. Son regard est passé de son visage à ses mains, toujours rugueuse, toujours cailleuse, au bandage sur sa jambe, à la bassine d'eau, au linge humide empilé à côté du lit. Ses lèvres se sont entr'ouvertes. La ferme d'Elias Stone. La voix d'Anna est sortie rauque, éraillée par le manque de sommeil. Le col de Miller, votre chariot s'est renversé. Les yeux de Silas se sont fermés, sa gorge a travaillé, sa pomme d'Adam a bougé. Quand il a rouvert les yeux, ils étaient humides. « Vous », a-t-il dit. Le mot est sorti craquelé, brisé. « C'est vous qui… » Oui, il l'a dévisagé. Anna pouvait voir ce qui se passait, les pièces du puzzle se mettre en place, tout le poids de la situation s'abattre sur lui. La femme dont il s'était moqué, la femme qu'il avait humiliée devant une salle pleine de gens, la femme dont il avait qualifié l'épingle de sa mère de sans valeur. Cette femme avait passé près de 2 semaines à son chevet. Cette femme avait nettoyé ses blessures, fait baisser sa fièvre et porté de l'eau à ses lèvres. Quelque chose a changé sur le visage de Silas. Les rides autour de sa bouche se sont creusées. Sa mâchoire s'est serrée, s'est relâchée, s'est resserrée. Pourquoi? Le mot était à peine un murmure. Anna a réfléchi à la question. Elle a pensé à la voix de sa mère, à la gentillesse, à la miséricorde et à tout ce qu'on lui avait appris. Elle a pensé à la boue qui trempait sa jupe, au sang sur ses mains, aux longues nuits à lutter contre le sommeil pendant que cet homme luttait contre la mort. « Je ne sais pas », a-t-elle dit, et c'était la vérité. Silas a tourné son visage vers le mur. Ses épaules ont commencé à trembler. Anna s'était attendue à beaucoup de doutes, de la colère peut-être, du déni,
peut-être même de la gratitude, bien qu'elle n'y ait pas compté, mais elle ne s'était pas attendue à ça. Elle ne s'était pas attendue au son qui sortait de lui maintenant. Pas des mots, pas vraiment, mais quelque chose de plus profond, quelque chose de brisé. Elle s'est levée. Ses jambes étaient instables sous elle. Elle a ramassé la bassine d'eau, la pile de linge usagé. Elle s'est dirigée vers la porte et s'est arrêtée. Pourquoi? La question est sortie avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Silas ne s'est pas retourné. Sa voix est sortie étouffée, dirigée vers le mur. Pourquoi quoi? Dans le magasin, ce premier jour, les doigts d'Anna se sont resserrés sur la bassine. Pourquoi avez-vous ri? Le silence s'est étiré. Les épaules de Silas avaient cessé de trembler, mais il ne s'est toujours pas retourné. Parce que je suis un lâche, a-t-il dit finalement. Sa voix était neutre, vide, parce qu'il est plus facile de rire du malheur des autres que d'affronter le sien. Sa respiration s'est coupée. Parce que je le fais depuis si longtemps que j'ai oublié comment être autre chose. Anna se tenait dans l'embrasure de la porte, la bassine lourde dans ses mains. Ce n'est pas une réponse, a-t-elle dit. Non. Silas a finalement tourné la tête. Son visage était mouillé, strié de larmes qui avaient tracé des lignes nettes à travers la crasse. Ce n'en est pas une, mais c'est tout ce que j'ai. Anna l'a regardé. Cet homme qui avait été si grand dans sa mémoire, si cruel, si puissant. Il semblait petit maintenant, diminué, non pas par sa gentillesse, réalisa-t-elle, mais par sa propre honte, par le poids de ce qu'il avait fait qui pesait sur lui dans les heures calmes de la convalescence. Elle ne lui a pas pardonné. Elle n'était pas sûre de pouvoir le faire un jour, mais elle comprenait quelque chose maintenant qu'elle n'avait pas compris avant. « Il y a du porridge sur le feu », a-t-elle dit. « Je vais vous en apporter. » Elle est sortie avant qu'il ne puisse répondre. Dans le couloir, elle s'est appuyée contre le mur et a fermé les yeux. Tout son corps tremblait d'épuisement, d'émotion, de quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Des pas se sont approchés. Elias est apparu au bout du couloir, une tasse de café dans chaque main. « Il est réveillé », a dit Dana. « J'ai entendu. » Il lui a tendu une tasse. La céramique était chaude contre ses doigts froids. Elle a enroulé ses deux mains autour, a respiré la vapeur amère. « Et maintenant ?» a-t-elle demandé. Elias a regardé au-delà d'elle, vers la pièce où gisait Silas. Son expression était illisible. « Maintenant » a-t-il dit, « nous allons découvrir quel genre d'homme il est vraiment. » Une semaine s'est écoulée après le réveil de Silas, puis une autre. Il devenait plus fort chaque jour. La fièvre ne revenait pas. La blessure sur sa jambe se refermait, une nouvelle peau rose se formant sous les bandages qu'Anna changeait chaque matin. Il pouvait s'asseoir au 5e jour, se tenir debout avec de l'aide au 8e, marcher avec une béquille qu'Elias avait fabriquée à partir d'une branche de carrier au 12e. Il ne parlait pas beaucoup, prenait ses repas en silence, les yeux sur son assiette. Quand Anna lui apportait de l'eau ou changeait ses bandages, il la regardait avec une expression qu'elle ne pouvait pas lire, quelque chose entre la honte et l'émerveillement. Comme un homme regardant une chose qu'il ne méritait pas de voir. Le 14e matin, il a demandé à lui parler. Anna l'a trouvé assis sur le bord du lit de camp, entièrement habillé pour la première fois depuis l'accident. Quelqu'un, Elias probablement, lui avait apporté des vêtements propres de la ville. La chemise flottait sur lui. Il avait perdu du poids pendant la fièvre. Son visage était plus mince aussi, la peau tendue sur ses pommettes. Il tenait un morceau de papier dans ses mains. « Asseyez-vous » a-t-il dit. « S'il vous plaît. » Anna est restée debout dans l'embrasure de la porte. « Je suis bien ici. » Silas a hoché la tête comme s'il s'attendait à cette réponse. Il a baissé les yeux sur le papier, l'a retourné dans ses mains. Les bords étaient froissés, la surface couverte d'une écriture soignée. « J'ai écrit ça hier soir » a-t-il dit. Sa voix était rauque, incertaine, rien à voir avec la confiance retentissante dont elle se souvenait du magasin général. Il m'a fallu 4 essais pour trouver les bons mots. Je ne suis toujours pas sûr d'y être parvenu. Il a tendu le papier. Anna n'a pas bougé. C'est l'acte de propriété de la moitié de mon magasin, a dit Silas. Signé et certifié. J'ai fait venir le shérif hier. Pour que ce soit légal, c'est à vous, en bonne et due forme. Les mots sont restés en suspens dans l'air entre eux. Anna a fixé le papier, l'encre, les plis, le tremblement dans la main de Silas alors qu'il le tendait. « Je ne veux pas de votre magasin », a-t-elle dit. Le bras de Silas est retombé. Il a regardé l'acte, puis l'a regardé elle. « Alors, que voulez-vous? Dites-le-moi. Quoi que ce soit. » Anna s'est tournée vers la fenêtre.
À travers la vitre poussiéreuse, elle pouvait voir le jardin, son jardin maintenant, dense, vert et florissant. La camomille était en fleurs, des fleurs blanches hochant la tête dans la brise du matin. Le romarin avait poussé assez haut pour effleurer le rebord de la fenêtre de la chambre où elle dormait. « J'ai déjà ce dont j'ai besoin », a-t-elle dit. Silas est resté silencieux un long moment. Quand il a repris la parole, sa voix était à peine audible. « Je ne vous comprends pas, femme. » Non, Anna s'est retournée pour lui faire face. « Je ne m'attends pas à ce que vous le fassiez. » Il était assis là, sur le bord du lit de camp, l'acte froissé dans son poing. Il paraissait plus petit qu'elle ne l'avait jamais vu, plus petit que l'homme qui s'était moqué d'elle, plus petit que l'homme qui l'avait fait se sentir sans valeur. Juste un homme vieux et fatigué et brisé d'une manière qui n'avait rien à voir avec sa jambe. « Pourquoi ?» a-t-il demandé. La question semblait arrachée de ses entrailles. « Pourquoi m'avez-vous sauvé après tout ?»« Je... » Il s'est arrêté, a dégluti. « Vous auriez pu me laisser là. Personne ne vous en aurait voulu. » Anna a réfléchi à la question. Elle a pensé à la boue qui trempait sa jupe, au sang sur ses mains, aux longues nuits assises à son chevet pendant que la fièvre ravageait de son corps. « Je ne vous ai pas sauvé pour vous, a-t-elle dit finalement. Je vous ai sauvé pour moi, pour pouvoir me regarder dans le miroir et savoir que je n'étais pas le genre de personne à laisser un homme mourir juste parce qu'il avait été cruel avec moi une fois. » Les yeux de Silas se sont fermés, ses épaules se sont recroquevillées. « C'est pire, a-t-il murmuré. C'est tellement pire que si vous m'aviez simplement détesté. » Anna n'a pas discuté. Elle n'était pas en désaccord. Elle s'est approchée du lit de camp, a pris l'acte froissé de sa main, l'a lissé contre sa cuisse, l'a plié en deux, puis en quatre, et le lui a tendu. « Gardez-le, a-t-elle dit. Utilisez-le pour être meilleur. C'est un paiement suffisant. » Silas a pris le papier, ses doigts ont effleuré les siens, bref, accidentel. Il a tressailli comme s'il avait touché un poil chaud. « Je n'oublierai pas ça, a-t-il dit. Sa voix s'est brisée sur les mots. « Je n'oublierai jamais. » Je sais. Elle l'a laissé assis là, l'acte plié pressé contre sa poitrine, la tête baissée. Elias avait préparé le chariot pour midi, le même chariot qui l'avait amené en haut de la montagne tous ces mois auparavant, le même cheval alezan chassant les mouches avec sa queue. Mais maintenant, il y avait un deuxième siège, une chaise prise dans la cuisine, rembourrée de couvertures pliées, attachée au plancher du chariot avec de la corde. Silas est sorti de la maison lentement, la béquille sous son bras, son poids lourd sur le support improvisé. Il s'est arrêté au bord de la véranda et regardé la ferme, la maison, la grange, le jardin, s'étendant sur la pente vers la route. « Bonne terre, a-t-il dit. De bonnes personnes dessus. » Elias l'a aidé à monter dans le chariot, l'installant sur la chaise rembourrée. Aucun des deux hommes n'a parlé. Il n'y avait plus rien à dire, ou peut-être trop, les mots emmêlés dans l'histoire. La douleur et l'étrange alchimie de la miséricorde. Silas a pris les rênes, le cheval a bougé, impatient de partir. Il a regardé Anna. Elle se tenait sur les marches de la véranda, les bras croisés sur sa poitrine, le soleil du matin chaud sur ses épaules. « Votre épingle, a dit Silas. Celle en argent avec le lys. » La main d'Anna s'est involontairement portée à ses cheveux, là où l'épingle maintenait son chignon en place. « Elle vaut plus que ce que j'ai dit. » La gorge de Silas s'est nouée. « Beaucoup plus, je le savais quand je l'ai vu. J'ai dit ce que j'ai dit quand même. » Il a secoué la tête. « Je voulais juste que vous le sachiez. Je voulais que vous sachiez que je savais. » Anna a hoché la tête une fois, n'a rien dit. Silas s'est retourné vers le cheval, a fait claquer sa langue. Le chariot a cahoté, les roues crissant sur le gravier, et a descendu la route vers le col. Anna a regardé jusqu'à ce qu'il disparaisse au détour du virage, jusqu'à ce que le bruit des sabots s'estompe dans le silence, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le vent dans l'herbe et le bourdonnement des abeilles dans le jardin. Elias est venu se tenir à côté d'elle. « Eh bien, a-t-il dit, eh bien, a-t-elle convenu. » Ils sont restés comme ça un moment, sans parler, regardant la route où Silas avait disparu. Le soleil est monté plus haut, dissipant la fraîcheur du matin. Quelque part dans la grange, Shep a aboyé une fois et s'est tu. « J'ai une question pour vous, » a dit Elias finalement. Anna s'est tournée pour le regarder. Il fixait le jardin, son profil net se découpant sur le ciel lumineux, les rides autour de ses yeux profondes après des années à plisser les yeux contre le soleil.
Posez-la. Cette camomille. Il a fait un signe de tête vers les fleurs blanches qui se balançaient dans la brise. Le docteur Harmon en a demandé plus. Il veut savoir si on peut doubler la récolte au printemps prochain. Il a fait une pause. On. Il a dit, pas vous. On. Anna a attendu. Elias s'est tourné pour lui faire face. Ses yeux avaient la couleur des galettes de rivière, gris pâle, stable, soutenant les siens sans ciller. Je me demandais si ça vous convenait, a-t-il dit. La partie avec le on. Anna a senti quelque chose bouger dans sa poitrine. Pas son cœur, rien d'aussi simple. Quelque chose de plus profond. Quelque chose qui avait été verrouillé pendant longtemps, s'ouvrant lentement. Peut-être bien, a-t-elle dit. Peut-être bien. Le coin de sa bouche a tressailli. Pas tout à fait un sourire, mais presque. C'est un oui ou un non. C'est un peut-être bien. Anna a regardé le jardin, la maison, les montagnes s'élevant, violettes au loin. Redemandez-moi au printemps prochain, quand la camomille fleurira. Elias a hoché la tête lentement. Marché conclu. Il s'est dirigé vers la grange, ses bottes crissant sur le chemin de gravier. À mi-chemin, il s'est arrêté et a regardé en arrière. Bonne récolte cette année, a-t-il dit. La meilleure depuis des années. Je vous avais dit que je pouvais la faire revivre. Vous l'avez fait. Il a soutenu son regard un long moment. Je suppose que oui. Il a disparu dans la grange. Anna est restée seule sur la véranda. Le soleil était haut maintenant, les ombres courtes, l'air épais de l'odeur des herbes et de la terre chaude. Elle a levé la main et a touché l'épingle en argent dans ses cheveux, le lisse, terni, mais toujours magnifique. Le dernier morceau de sa mère qu'elle portait avec elle. Elle n'était pas sans valeur. Elle ne l'avait jamais été. Elle a descendu les marches et est entrée dans le jardin. La camomille a effleuré sa jupe à son passage, les pétales blancs doux comme des murmures. Le romarin était grand et parfumé, la sauge d'un verre argenté dans la lumière de midi. Elle s'est agenouillée dans la terre, la même terre dans laquelle elle avait enfoncé ses doigts ce premier matin, cherchant des signes de vie, et a arraché une mauvaise herbe d'entre des plants de menthe. Le sol était sombre et riche sous ses mains, vivant. Elle a pensé à la femme qui était descendue de cette diligence, celle qui n'avait rien d'autre qu'un sac de voyage et une promesse brisée. Cette femme était partie maintenant, laissée quelque part sur la route poussiéreuse entre Copper Ridge et cet endroit qui était devenu sa maison. La femme agenouillée dans ce jardin était quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus fort, quelqu'un qui connaissait sa propre valeur. Non pas parce que quelqu'un le lui avait dit, mais parce qu'elle se l'était prouvé à elle-même. Un seau d'eau à la fois, une mauvaise herbe à la fois, une longue nuit à la fois. Shep est arrivé de la grange, la queue battant lentement. Il s'est couché à côté d'elle dans la terre, son museau gris, reposant sur ses pattes, les yeux mi-clos dans la chaleur. Anna l'a gratté derrière les oreilles. Le chien a soupiré. De la grange venait le son d'Elias travaillant, le tintement d'un marteau sur du métal, le faible murmure de sa voix alors qu'il parlait au cheval. Des sons ordinaires, des sons paisibles, les sons d'un foyer. Anna s'est assise sur ses talons, le soleil chaud sur son visage, l'odeur de camomille montant autour d'elle. Elle a regardé le jardin qu'elle avait ramené de la mort, la maison qui lui avait ouvert ses portes, la montagne montant la garde contre le ciel. Elle a touché l'épingle dans ses cheveux une dernière fois, puis elle s'est remise au travail. Il y a un poids tranquille qui s'installe après une histoire comme celle-ci. Pas lourd, exactement. Plutôt comme une couverture dont vous ne saviez pas que vous aviez besoin jusqu'à ce que quelqu'un la pose sur vos épaules. Beaucoup d'entre nous se sont trouvés là où Anna se trouvait, dans une pièce pleine de rire, qui n'était pas bienveillant, tenant quelque chose de précieux que le monde qualifiait de sans valeur. Certains d'entre nous ont aussi été Elias, gardant une porte fermée, parce que l'ouvrir signifiait ressentir à nouveau. Et peut-être que quelques-uns d'entre nous ont été Silas, portant le souvenir d'une cruauté que nous aimerions pouvoir effacer, nous demandant s'il est trop tard pour devenir quelqu'un de différent. Ces sentiments n'ont pas besoin d'être résolus ce soir. Ils ont le droit de rester avec vous, inachevés, comme la vraie vie l'est souvent. Toutes les blessures ne guérissent pas proprement. Toutes les questions ne trouvent pas leur réponse. Et ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que vous soyez restés. Vous avez écouté. Vous avez laissé cette histoire marcher à vos côtés pendant un moment. Merci pour cela. Merci d'être ici.